Héraclès l'increvable. Écrit et conté par Raphaël. Héraclès et son frère Oreste remontent leur filet dans la baie. Les derniers rayons de lune ricochent contre les flots calmes. On entend le clapotis contre le bois de la barque, le vent léger, et au loin, par écho, les mouettes qui se disputent quelques mollusques sur la plage. Les deux frères retirent leur filet d'un seul homme, presque sans effort. Le petit jour apparaît déjà derrière la colline et leur village. Héraclès relève la tête, il a le visage cuit et ridé, les mains et les avant-bras robustes, le corps sec, tout comme son frère. Soudain, il s'arrête de tirer. « Regarde !» dit-il presque en chuchotant. Oreste regarde deux points noirs au loin. Bientôt les points prennent forme. « Des pirates !» dit Oreste. Les deux frères se regardent puis lâchent le filet pour prendre les rames. Inutile d'hisser la voile, le vent est trop faible. Ils rament avec frénésie. Héraclès se retourne de temps à autre pour corriger le cap, mais le village est encore loin, et les bateaux pirates, bien nets dans le petit jour, ont accosté. Les deux frères expulsent l'air avec force, ils sentent leurs muscles tirés, chauffés. Des cris s'élèvent dans le lointain. Héraclès et Oreste redoublent d'efforts. Ils contournent quelques rochers et accostent sur la plage. À peine la barque a-t-elle touché le sable qu'Oreste saute sur la plage et court pieds nus sur le galet, un couteau en main. Héraclès le suit de près, chaussé de sandales à peine plus confortables. La pente sèche semble infinie. Arrivé en haut, il les voit et reste transi. Héraclès et Oreste reprennent leur souffle sans savoir où donner de la tête. Là, des étals renversés, des femmes qui crient, des enfants apeurés, des hommes mis à terre et qui tentent vainement de fuir. Quant aux vieux, trop vieux pour être capturés, ils sont déjà morts ou mourants. Le vieux précepteur chrétien Quintus, celui qui a appris à lire et écrire le latin aux pêcheurs acquis à la foi chrétienne, n'échappe pas à son sort déplorable. Devant son bourreau, Quintus ne cherche pas à user de rhétorique pour échapper à son sort. Il sait que son heure est venue. Un pirate croise leur regard hagard. Une cicatrice creuse une tranchée profonde dans son visage. Elle a emporté son œil et son oreille gauche. Oreste sent ses veines s'échauder. Il hurle et se jette sur lui, le couteau brandi en l'air. Héraclès n'a pas le temps de le retenir. Le pirate se retourne tout à fait et fait face au pêcheur. Il le laisse venir, esquive son coup et lui botte le cul. Deux de ses hommes, plus jeunes, jettent alors sur lui un filet. Le pêcheur grec s'emmêle dans les filets et s'épuise. Il finit par se calmer. Héraclès voit sa femme, Athéna, et sa fille, Eladia, sortir au loin. Deux hommes les emportent par la taille. Il court vers l'écurie et prend la serpe suspendue à la poutre en bois. Il a les muscles engourdis, mais la douleur ne le freine point. Les yeux ensanglantés, il se rue sur les hommes qui emportent sa fille et sa femme. En chemin, il esquive un pirate qui tente de le plaquer au sol, puis redouble d'efforts. Les deux pirates, ralentis par les captives qui se débattent, ne le voient pas venir. Il vient planter violemment sa serpe dans le dos du premier qui lâche instantanément sa fille, sans même pousser un cri. Il tombe au sol et tente de porter sa main à son dos transpercé par la lame. L'autre se retourne, Héraclès le menace et le pirate lâche Athéna. Il a le visage lacéré par les griffures de sa captive. Athéna vient se réfugier derrière Héraclès. Elle prend sa fille par le bras au passage. Héraclès regarde autour de lui. L'étau s'est refermé. Les villageois sont enchaînés, pris dans les filets ou inconscients, ou morts. En contrebas, on peut voir les premiers captifs monter docilement dans les barques. « Lâche ça !» dit alors un pirate derrière Héraclès. Le pêcheur grec se tourne légèrement. Son frère est à genoux. Le borgne tire ses cheveux en arrière et pose une lame mal aiguisée sur sa gorge. Héraclès hésite, puis jette la serpe aux pieds du pirate. Ce dernier regarde l'outil, sourit avec malice, puis plante sa lame dans la gorge d'Oreste. « Non !» s'écrie Héraclès. Mais avant qu'il ait le temps de riposter, un filet vient s'abattre sur lui et sa famille. 4 pirates se précipitent sur eux et les rouent de coups. Héraclès serre sa femme et sa fille pour leur épargner les coups, et tandis qu'il forme sur elles une carapace, il regarde entre les mailles du filet son frère à terre. Oreste le regarde droit dans les yeux. Une expression de sérénité semble se dessiner sur son visage, puis s'efface sous l'effet de la mort.
Pour s'assurer qu'aucun captif ne se cache, le borgne, qu'on appelle Tiberius, ordonne de mettre le feu aux maisons. Les flammes, d'abord timides, forment très vite un immense brasier. Une femme et ses enfants sortent précipitamment de chez eux en toussant. Le borgne fait un signe à l'un de ses hommes et les derniers villageois rejoignent les rangs des captifs. Les pirates retirent les filets et ordonnent aux villageois de former des rangs. Héraclès fait en sorte de rester près de sa fille et de sa femme. À ce stade, les pirates ne s'y opposent pas. Les captifs montent dans les barques qui doivent les conduire au navire. Héraclès et sa famille sont parmi les premiers à rejoindre les cales. Depuis la barque mise à flot, ils regardent leur village s'embraser totalement. Et en contrebas, sur la plage, 3 rangées de captifs. Soudain, un homme tente de fuir. Il commence son ascension, mais 2 pirates le tirent à eux par les pieds. Ils le frappent jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Héraclès serre sa femme et sa fille contre lui. Il hésite même à mettre une main sur les yeux de sa fille. Mais à quoi bon? Les captifs montent à bord par des échelles de cordes. Dans les cales des bateaux, on voit à peine le sol. Mais on sent l'urine, le sang et la misère humaine. D'autres villageois capturés sur la côte attendent déjà docilement serrés les uns contre les autres. Athéna et Eladia soutiennent Héraclès. Héraclès les enlace et les serre fort contre lui. Ils vont s'asseoir dans le seul coin encore vide. Puis sont rejoints par des dizaines d'autres. La chaleur est suffocante, l'odeur nauséabonde. Eladia tente de calmer sa respiration effrénée. Elle cherche en vain un rayon de soleil à travers la coque du bateau. Des captifs s'entassent et se pressent autour d'elle. Elle regarde au plafond, cherche l'air, tourne de l'œil et s'évanouit. Héraclès la sent se dérober. Il la soutient autant qu'il peut. Pendant la traversée, plusieurs captifs s'évanouissent à leur tour. Le vomi vient s'ajouter aux odeurs. Héraclès, bien qu'étourdi, pense à son frère étendu dans la terre aride, la gorge transpercée. Ébloui par le soleil ardent, Héraclès plisse les yeux et baisse la tête. Il refuse de lâcher sa fille et sa femme. Tiberius, le borgne, regarde les captifs passer devant lui un à un. Il observe la marchandise. Mais il n'a bientôt d'yeux que pour la belle Athéna. Elle relève la tête et croise son regard vitreux. Il se dirige vers elle d'un pas décidé et la sépare d'Héraclès. « Lâche-la !» s'écrie Héraclès. Un pirate lui assène un coup au bas-ventre et ordonne à la file d'avancer. « Maman !» murmure Eladia, à peine remise de la traversée. « Maman !» Mais la file les pousse en avant. Héraclès et sa fille se retournent. Athéna les regarde s'éloigner, les larmes aux yeux, tandis que Tiberius le borgne la tient par la taille d'une main, tout en baladant son autre main. « Maman !» s'écrie Eladia à plein poumon. Le quartier-maître, Appius, revient sur ses pas et lève la main. Il s'apprête à gifler Eladia, mais Héraclès met son bras en travers. Et là, une rage jusqu'ici inconnue le prend aux tripes. Ses naseaux expulsent l'air avec force, son sang s'échaude et forme en lui une lave. Il implose comme un volcan et vient mordre Appius au visage. Le pirate retombe en arrière et Héraclès lui brise le nez. Il porte 3 coups de plus, l'un au bas-ventre, l'autre en plein torse, et le troisième vient expulser les 3 dents qui lui restaient. Héraclès se lève d'un bond pour arracher Athéna des bras de Tiberius. Mais un autre pirate vient mettre un coup violent à l'arrière de sa tête, et Héraclès tombe à terre de tout son poids, inconscient. Athéna a à peine le temps de pleurer son mari que 2 hommes le font descendre de l'embarcation. Eladia se retourne pour voir sa mère, mais elle disparaît derrière la masse des captifs qui se pressent sur le pont supérieur et descendent par 3 ou 4 par la rampe en bois. Vient le tour d'Eladia. Dans la foule qui se presse, elle croit voir son père, transporté par 2 hommes, mais elle le perd de vue au détour d'une rue étroite et sombre. Eladia se retrouve seule. Elle a à peine 16 ans. Arrivée au bout de la rampe, la ligne des captifs s'arrête. Elle sent les autres se presser derrière elle, souillant par leur sueur et la saleté sa tunique blanche. Elle prête soudain attention aux autres. Un jeune homme sur sa gauche pleure la tête baissée, son pantalon émaculé d'une urine encore fraîche. Derrière elle, une femme qui fredonne un chant d'une tristesse accablante. Certains prient le ciel immuable, bleu, avec le soleil tout rond et ardent. La marche reprend. Un pirate s'est frayé un chemin entre les captifs. Il pousse ça et là et finit par désengorger le passage. Eladia suit le mouvement de la foule.
De petite taille, elle voit à peine devant elle. Elle sait simplement qu'elle entre dans une rue commerçante car les bruits des marchands se mêlent à la détresse des siens. Elle arrive sur une place et deux hommes commencent à séparer la masse compacte en plusieurs petits groupes, sans égard pour l'amitié ou le lien de parenté qui pourrait les lier les uns aux autres. Eladia se retrouve avec d'autres jeunes filles et jeunes hommes de son âge. Des hommes, plus robustes et plus mûrs, sont mis au fer, un à un, et conduits par une ruelle sombre. Elle commence à paniquer, à réaliser qu'elle ne reverra peut-être jamais son père ou sa mère. Appius est là. Il porte une main à sa mâchoire douloureuse, il a le nez en sang. Pourtant, il mène les opérations et fait monter les esclaves un à un sur une estrade. Devant cette estrade, une foule de Romains et d'affranchis se presse pour voir la marchandise. Un vieil homme commence alors à vanter les qualités physiques des nouveaux captifs. « Approchez, mes bonnes gens, dit-il. Regardez donc ce bel éphèbe, en pleine fleur de l'âge. » Il prend l'un des jeunes garçons par le bras, puis écarte ses lèvres pour qu'ils admirent sa dentition. Comme sous l'effet d'un emballement, le vendeur commence à attribuer quelques mérites aux captifs, comme s'il les connaissait de longue date. « Ces fils de pêcheurs savent travailler dur, ajoute-t-il. Ils sont habiles de leurs mains, habitués dès leur plus jeune âge à obéir. » Quelques riches marchands ou leurs intendants commencent à faire leurs offres. Un scribe se tient prêt à retranscrire les transactions dans un registre. La garde impériale s'est déployée aux quatre coins de la place, au cas où un esclave tenterait de s'échapper, ou si une querelle entre acquéreurs éclate. 2 esclaves sont vendus, et Eladia monte à son tour sur l'estrade. Le vieux vendeur met sa main dans ses cheveux, elle a un mouvement de recul. Il la ramène au devant et lui ôte sa tunique. Elle résiste. Il insiste et finit par la gifler, et s'empresse de sourire à son auditoire. « Certaines sont moins dociles, vous le savez bien, ajoute-t-il. Mais les mérites de celles-ci n'en sont pas moindres. » Il se retourne brusquement et déchire violemment son habit, aidé par 2 pirates. Eladia se retrouve nue. Une émotion gagne l'attroupement des acheteurs, puis 3 hommes font leurs offres. Une enchère se forme autour d'Eladia. « Allez-y, noble dame, une perle pour votre maison. Celle-ci semble avoir la tête bien faite. On peut le voir dans ses yeux. » Soudain, une femme intervient et triple l'offre. Arrêtés net dans leur élan, les autres marchands se retournent vers elle et la jaugent. « Qui dit mieux ?» insiste le vendeur. « Qui dit mieux ?» Il regarde la foule et voyant que personne d'autre ne se manifeste, déclare « Vendu à cette noble dame !» Le vendeur s'apprête à faire redescendre Eladia, mais l'acheteuse, du nom d'Isis, dit « Pas si vite, vendeur !» Le vendeur recule légèrement, fait une révérence et tend la main pour recevoir les sesterces qui lui sont dues. Autrefois intendante d'un maître romain fort riche et fort instruit, Isis est devenue libre. Elle tend une longue étoffe blanche à Eladia. La jeune fille regarde le tissu de ses yeux humides et rouges, puis l'arrache violemment pour s'y envelopper. « À présent, suis-moi, jeune fille !» déclare Isis. Eladia descend timidement de l'estrade et la suit, tandis que la foule s'écarte pour les laisser passer et que les enchères reprennent de plus belle. 2 jours plus tard, Eladia embarque avec d'autres esclaves et met le cap sur la Sicile. Athéna, restée à bord, est enchaînée sur le pont supérieur. « Où les emmenez-vous » demande-t-elle à l'un des pirates affairés sur le pont. « Je vous en prie, répondez, où sommes-nous » Le jeune homme ne répond d'abord rien. Mais Athéna insiste. Il jette un coup d'œil inquiet autour de lui. Et voyant que Tiberius n'est pas là, il dit « Délos, le marché aux esclaves de Délos, mais votre homme ira sûrement dans les mines. » Les mots du pirate résonnent en elle comme une sentence. Elle a le regard vide, perdu dans le plancher maculé de sang, d'urine et d'eau croupie. Tiberius revient. Il compte les sesterces amassés grâce à la vente des esclaves. Il recompte pour être sûr, lève les yeux au ciel et se met à rire. Une voix graveleuse, pleine de glaire. Athéna lui jette des regards obliques. Tout chez lui la répugne. Sa cicatrice immonde qui scinde son visage en 2, son oreille absente, ses dents vertes et noires, son poil dru, son haleine chargée, ses habits. Il porte ses yeux vitreux sur la belle Athéna. Elle baisse les yeux et espère en silence que sa beauté ne rassure l'homme que peu d'effet. Mais Tiberius va la voir d'un pas décidé. « Je ne suis pas dupe,
Belle femme, je suis ignoble, je le sais, mais tu apprendras à m'aimer avec le temps. » Et sur ces mots, il sectionne la corde d'un coup de dague. Athéna ôte tout à fait ses attaches sans toutefois relever la tête. « Regarde-moi, » dit Tibérius. Elle n'en fait rien. « Regarde-moi » insiste-t-il en relevant son fin menton avec ses doigts grossiers. Elle détourne le regard, puis finit par poser ses yeux dans les siens. Son regard sévère et intéressé vacille, et il sent son cœur s'emballer. Il s'apprête à dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Il a presque honte de ce qu'il est. Il se redresse et finit par se confier. « J'ai passé ma vie en mer. Je me suis enrichi du commerce d'esclaves, vois-tu. J'ai commis tous les crimes qu'un homme puisse commettre. Mais me voilà las, fort las. J'ai maintenant de quoi m'installer, me sédentariser. » Athéna l'écoute avec attention. Il n'articule pas toujours bien et il est grossier, mais il semble avoir un semblant d'éducation. Du moins manifeste-t-il le désir de devenir respectable. « Tu voudras sans doute fuir ma maison, ajoute-t-il. Tu voudras peut-être te venger, me planter cette dague en plein cœur la nuit venue. Si c'était le cas, je te prie de réussir. Je t'en conjure même, car dans le cas contraire, je devrais te châtier durement. Il me sera aisé de retrouver ma vile nature. Je pourrais te prendre ici même, devant mes hommes. Mais tant que tu me serviras comme un bon esclave, je n'en ferai rien. » Il lui tend la main. Des larmes irriguent les joues rosiers sales d'Athéna. Sa poitrine se soulève en de généreuses poussées d'adrénaline. Elle sent son sort lui échapper. Mais la relative clémence du pirate lui redonne espoir. Elle tend sa main sans le regarder et il la relève. Tibérius admire un peu plus sa beauté et s'en va donner l'ordre d'appareiller. Athéna relève la tête et regarde les autres esclaves restés à bord, pour la plupart des femmes et des enfants. Héraclès se réveille enchaîné, des fers aux mains et aux pieds. À ses côtés, des hommes de tout l'Empire, grecs, thraces, gaulois, teutons, carthaginois, etc. Tous enchaînés et assis contre un mur. Héraclès rétracte ses lèvres et plisse ses yeux sous l'effet de la douleur. Il porte ses deux mains derrière sa tête et ramène à lui ses doigts ensanglantés. Devant lui, des colonnes de marbre immenses et à leurs pieds, des légionnaires qui montent la garde. Un homme pénètre dans la grande salle d'un pas pressé. Il porte une longue cape rouge et un casque militaire sous le bras droit. Deux gardes le suivent de près. Il jette un rapide coup d'œil aux esclaves et rejoint une porte au bout de la salle longiligne. Il referme la porte sèchement. Héraclès l'entend parler, mais il ne parvient pas à saisir le fil de la conversation. Soudain, il repense à son frère assassiné, à sa femme captive de Tibérius et à sa fille, disparue dans les dédales de rue, son pouce en balle. Il sent la sueur le gagner et perler en grosses gouttelettes sur son front. Il s'apprête à se lever, mais son voisin, du nom de Blossius, pose son coude robuste sur son torse et le plaque au mur. « Si tu tentes quoi que ce soit, » dit Blossius en grec, « d'autres mourront. » Héraclès obéit et jette un coup d'œil au soldat qui lui fait face. Ce dernier le dévisage, mais Héraclès soutient le regard. « Baisse les yeux, » dit le Romain. « Fais ce qu'il te dit, » murmure Blossius. Héraclès baisse les yeux pour les relever aussitôt. Le Romain prend ça pour un affront. Il se dirige d'un pas décidé vers Héraclès et lui donne un coup violent au visage. Le métal qui recouvre tout son avant-bras ouvre la lèvre inférieure d'Héraclès. Héraclès pousse un râle de douleur très léger. Il fixe toujours le soldat du regard. Ce dernier se redresse. Il n'en croit pas ses yeux. Il sort le glaive de son fourreau. La porte s'ouvre d'un coup sec à ce moment-là. Le soldat renonce à son projet et se met au garde-à-vous. Le chef militaire s'approche, lentement, et dit « Le voyage et le labeur suffiront à dompter les moins dociles. Embarquez-les. » Le soldat acquiesce et s'écrie « Debout, esclaves de Rome !» Les esclaves obéissent et forment une ligne qui se met en marche. Le pas cadencé fait résonner les fers par écho. Ils descendent une pente qui donne directement sur les quais. Héraclès suit le mouvement. Le soleil illumine la porte. Dehors, le quai, et au bout, une rampe qui permet d'accéder aux cales d'une galère. Héraclès atteint bientôt le soldat qui lui a ouvert la lèvre.
Il le fixe du regard et crache du sang à ses pieds. Le Romain ne réagit d'abord pas, surpris par l'audace de l'esclave. Héraclès détourne la tête et regarde devant lui. « Halte !» entend-on soudain. La ligne des esclaves s'arrête net. Le centurion fait ôter les fers de 10 hommes, dont ceux de Blosius, le voisin d'Héraclès. Il donne à 9 esclaves un fouet et leur ordonne de former un arc de cercle. Après quoi le centurion met un violent coup de pied à l'arrière du genou de Blosius. Ce dernier s'agenouille docilement. « Fouettez cet homme à mort !» dit soudain le centurion tout en fixant Héraclès droit dans les yeux. Le regard d'Héraclès, jusque-là plein de haine et d'orgueil, s'emplit d'inquiétude. Il n'a pas le temps de protester que les premiers coups de fouet viennent déchirer le dos de Blosius. Des lambeaux de chair se détachent et éclaboussent la peau dénudée des esclaves, le quai en bois et les armures jusque-là immaculées des Romains impassibles. Les cris de douleur épouvantables de Blosius cessent. Blosius tombe de tout son poids, inconscient. Les esclaves le fouettent toujours, certains pleurent. L'un d'eux vient de vomir. Mais il maintient la cadence par peur des représailles. Blosius vient de mourir. Héraclès voudrait détourner le regard, mais il fixe le corps inerte et décharné de Blosius. Il a envie de régurgiter, de s'évanouir, de pleurer, de se venger, tout ça à tour de rôle. Mais une apathie le gagne. Il assiste impuissant au dernier coup de fouet. « Halte !» crie enfin le centurion. Il ôte les fouets des esclaves, et ses seconds se chargent de les remettre au fer. Ils rejoignent la file, exténués, résignés, désemparés. Le centurion vient alors se poster devant Héraclès nez à nez. Le pêcheur le fixe un instant, puis baisse les yeux, de peur qu'un autre homme ne meure par sa faute. Les esclaves reprennent leur marche silencieuse. On n'entend que les fers et les Romains qui appareillent. Les premières mouettes viennent emporter les lambeaux de chair de Blosius, tandis que 2 soldats se chargent de jeter sa carcasse à la mer. Héraclès observe un instant le sang obscurcir les eaux turquoises, puis il remonte la rampe en bois. Dans les cales, les esclaves s'assoient sur des bancs en bois. Une grande rame traverse la coque et passe devant chaque rangée d'esclaves. L'odeur d'urine est si forte qu'elle indispose le quartier-maître. Ce dernier retarde le départ et demande à ses hommes qu'on y jette quelques seaux d'eau de mer. Des 120 esclaves montés à bord, 30 moururent au cours de la traversée. Quant à ceux qui n'étaient pas morts, la fatigue était telle que toute insurrection devenait inconcevable, du moins pas à ce stade. 1 an plus tard. Tous les jours, c'est la même chose. Héraclès et quelques-uns sont chargés de réveiller les autres un peu avant l'aube. Ils passent entre les rangs des mineurs qui dorment à même la roche. Comme il n'y a pas assez de chaînes pour tous, les esclaves sont enchaînés par 2. Héraclès courbe l'échine pour libérer ses frères d'infortune. Le sel de la mine ronge sa peau et ses plaies. Comme tous les autres, il a été marqué au fer rouge. Il n'a plus d'ongles et il perd les cheveux en maint endroit du crâne. Sa peau laisse voir ses côtes endolories. Sa maigreur est telle que l'intendant en chef, l'impulsif, se demande comment il peut encore tenir sur ses jambes. Héraclès libère 2 esclaves, mais l'un des 2 ne se réveille pas. Il est blême, un de plus qui est mort pendant la nuit. Héraclès ne s'attarde pas. La mort n'a plus rien d'extraordinaire. Elle est omniprésente, même les accidents sont devenus monnaie courante. Un bloc de sel qui tombe, des hommes ensevelis. Quelques exécutions exemplaires et mises au pilori suffisaient à rendre dociles les nouveaux esclaves qui arrivaient par centaines. L'intimidation et la peur qui gagnaient les rangs des forçats étaient telles qu'il était inutile de les marquer au fer rouge. Mais les intendants de la mine, eux-mêmes esclaves, étaient de tous les plus cruels et les plus méfiants. Aussi préféraient-ils les garder enchaînés par de la nuit et les marquer au fer. Et ils faisaient des rondes nocturnes, un fouet à la main. Héraclès était si harassé qu'il s'endormait au simple contact de sa tête sur la roche. Une nuit blanche, suivie d'une journée de labeur, aurait suffi à le tuer. Aussi avait-il intérêt à faire ses nuits. Le jour, il réveillait donc les autres, distribuait les quignons de pain et la ration d'eau, avant d'aller lui-même au fond du dédale de galerie, là où se trouve le gisement salin. Sur le front de taille, les mineurs à l'œuvre décrochent des blocs de sel qu'ils doivent ensuite remonter en surface par la seule force de leurs mains, ou de leur dos. Une fois en surface, les blocs sont concassés, et ce, 14 ou 15 heures durant. Des 90 esclaves qui sont arrivés avec lui, seuls 6 sont encore en vie.
Leur ténacité est telle que les intendants ont daigné leur donner un nom, les Increvables. Il semble même qu'ils aient pour eux une forme toute relative d'attachement, ce qui n'empêche pas les intendants de les fouetter de temps à autre. Mais ce jour-là, Héraclès sent la mort le gagner. Chaque coup de pioche est un supplice. Et il n'est pas même midi. Une voix en lui prend la parole. « Cache-toi dans le dédale des galeries, où ces coups de pioche seront les derniers que tu donneras sur cette terre. » Ce n'est pas la première fois qu'elle lui parle, cette voix. Il connaît chaque galerie. Il sait qu'elle ne donne que sur des murs de sel infranchissables et inépuisables. Encore qu'il y en ait une que personne n'a encore explorée. Se pourrait-il qu'il y ait une sortie? Il se retourne et voit l'impulsif au loin, une torche à la main. L'obscurité est grande, mais pas assez pour perdre de vue les esclaves. Pourtant, il tente sa chance. Il attend que l'impulsif soit distrait pour s'éloigner un peu plus. Il croise le regard d'un esclave, mais cet esclave n'a pas la force de le dissuader dans ses projets. Il reprend le labeur. Héraclès passe donc furtivement d'un esclave à l'autre, le dos légèrement courbé. Il bifurque dans une galerie sombre. Il fait 3 pas de plus et disparaît complètement dans l'obscurité. Il avance à pas feutrés dans la galerie obscure, une main sur la paroi rocheuse. Il s'enfonce ainsi à l'aveugle, sans savoir où termine la galerie. Sans savoir si elle ne va pas se dérober sous ses pieds en un puits sans fond ou se terminer par un cul-de-sac infranchissable. Mais mieux vaut mourir dans cette entreprise désespérée, pense-t-il, que de s'écrouler sous ses propres coups de pioche. Contre toute attente, la galerie s'enfonce toujours. Le relief est accidenté, jonché de pierres pour la plupart saillantes. Mais la corne de ses pieds est plus robuste que les chaussures de l'empereur. La fraîcheur de la roche et le silence l'enveloppent comme dans un rêve. Son esprit divague. Il se demande s'il n'est pas dans le tunnel de la mort. Il marche ainsi 1 heure, puis une autre. La claustrophobie n'a aucune emprise sur lui, car le désespoir occupe déjà toute son âme. Parfois, il revoit des images de son frère étendu sur la terre, de sa femme captive sur le pont supérieur, et de sa fille qui disparaît dans la foule. Soudain, un souffle le repousse en arrière, d'abord gentiment, puis violemment. Il s'agenouille de peur qu'il s'agisse d'un gaz qui enflamme les torches et emporte les esclaves par dizaines. Le souffle d'Hadès, mais ce n'est que le vent qui souffle. Il suit le courant d'air jusqu'à un mur. Il pose sa main fébrile sur la paroi, mais le filet d'air a disparu. Il saisit sa pioche à 2 mains et frappe la roche à l'aveugle. Il frappe encore et encore, jusqu'à ce que ses forces le quittent. Il se laisse glisser le long de la paroi et finit par admettre son hallucination, l'espoir qui lui a joué un tour. Il finit par s'endormir à même la roche. Dans les dernières lueurs du jour, l'impulsif s'interroge. « Où est-ce qu'il est passé, l'increvable? Où est-ce qu'il est, l'increvable ?» Il passe dans les rangs des mineurs exténués, le dos maculé de sueur mêlée aux plaies encore fraîches. Agacé de ne pas reconnaître le dos squelettique d'Héraclès, il s'écrie « Où est-ce qu'il est, l'increvable ?» Les esclaves les plus proches s'arrêtent net. Ils voudraient répondre, lui dire tout de go qu'il est là, dans la pénombre, à décrocher des blocs plus lourds que lui. Le malaise se meut en une inquiétude palpable. « Qui a vu l'increvable pour la dernière fois ?» Personne ne semble l'avoir vu. « Par tous les dieux, je vous fais crucifier si vous ne répondez pas !»« Je l'ai vu s'éloigner par là !» dit soudain un esclave. L'impulsif le regarde, la mâchoire contractée. « Dans la galerie du fond ?» demande l'impulsif. L'esclave acquiesce la tête baissée. L'impulsif s'apprête à y aller quand il revient sur ses pas et déclare d'un ton menaçant. « Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher ?»« J'étais occupé à piocher, maître. Je pensais qu'il obéissait à l'un de vos ordres et qu'il serait de retour d'un moment à l'autre. » L'impulsif hésite, sourit d'un air malicieux et ajoute « Remets-toi à la tâche. » L'esclave obéit sans protester, lui tourne le dos et prie dans son fort intérieur pour ne recevoir aucun coup de fouet. L'impulsif s'éloigne, ivre d'adrénaline et de pouvoir. Il envisage déjà le châtiment qui servira d'exemple. Et tandis qu'il porte sa torche vers l'intérieur de la galerie obscure, il voit la silhouette d'un homme qui pioche énergiquement sur la roche. C'est Héraclès. L'impulsif le rejoint. « Que fais-tu ici, l'increvable ?»« Je pioche, mon maître. Et pourquoi ne pioches-tu pas avec les autres ? Le rendement est meilleur ici. »« Et qui t'a ordonné de piocher ici ?
L'impulsif tâte son fouet de la main gauche et de la droite porte la torche au visage d'Héraclès pour mieux le dévisager. Héraclès soutient le regard et dit « Penser s'échapper par ces galeries serait l'œuvre d'un fou, d'un suicidaire ou d'un idiot. »« Oui, c'est bien ce que je crois, » dit l'impulsif. « Oh, je ne suis pas de cette nature-là. Je suis tenace et je cherche à servir l'Empire au mieux. »« Tu n'es rien, » interrompt l'impulsif. « Tu n'es qu'un bien, un outil, une machine à qui l'on peut parler. » Quelque chose en l'increvable a saisi l'attention de l'impulsif, quelque chose au-delà des mots, dans l'œil, qui agit sur lui comme un miroir. L'impulsif n'a-t-il pas été lui-même l'un de ces esclaves increvables? L'impulsif sent en lui poindre l'empathie, et comme pour l'éloigner, il dit « Va rejoindre les autres avant que je te fouette à mort. » Héraclès s'éloigne à la va-vite, tandis que l'impulsif s'interroge en son fort intérieur. Se pourrait-il que l'increvable se repose en cachette dans le dédale de galerie? Il se retourne brusquement et se précipite sur Héraclès, lève le bras bien haut et lance son fouet à pleine vitesse. Le fouet lacère profondément le dos d'Héraclès et le projette en avant. Le bruit résonne dans toute la galerie principale et les esclaves s'arrêtent net. L'impulsif fouette Héraclès recroquevillé à terre. Dans sa folie, l'impulsif décroche des lanières de sel derrière lui. « Esclave !» s'écrie une voix autoritaire. L'impulsif se fige, le bras en l'air. Au sol, Héraclès tremblote dans une mare de sang. Un Romain, du nom de Caius Decimus, s'avance, 2 porteurs de torches à ses côtés. Les esclaves posent un genou à terre et baissent les yeux sur son passage. Il est suivi de 10 légionnaires, sa garde rapprochée. « Pourquoi fouettes-tu cet homme ?» demande Caius, en charge entre autres de l'exploitation minière. « Il tentait de déserter par l'une de ces galeries, » répond l'impulsif le regard baissé. « Et je pense que n'ayant trouvé aucune sortie, il en a profité pour se reposer. » Caius Decimus se rapproche de la galerie en question. « Relève-toi, esclave !» ordonne-t-il en sondant l'obscurité. L'increvable obéit à grand-peine. Il vacille. Le sang glisse le long de sa jambe et de ses pieds nus. Ses haillons déchirés par les coups de fouet ne servent plus qu'à conserver un peu de pudeur. Il bombe le torse, un effort qui ne passe pas inaperçu aux yeux des autres esclaves. Un affront pour l'impulsif. Caius se retourne et observe l'increvable. « As-tu tenté de fuir, esclave ?» Héraclès hésite à mentir. « Je cherchais la meilleure paroi, pense-t-il. La paroi au meilleur rendement. »« Oui, » finit par dire l'increvable. Caius sourit, agréablement surpris par l'honnêteté de l'esclave. Esclave qui se tient bien droit, qui a l'œil encore acerbe et le souffle encore net. « Combien de coups de fouet cet esclave a-t-il reçu ?» demande Caius à l'impulsif. Ce dernier hésite, ouvre la bouche et finit par dire « Impossible à dire, maître. Des centaines. »« 658 coups de fouet, mon maître, » intervient l'esclave. Caius lève les sourcils, étonné par l'initiative de l'esclave. Il s'approche de l'increvable et le regarde droit dans les yeux. Il n'y voit aucun mensonge, l'esclave dit vrai. Il a tenu le compte de ses coups de fouet. De toute évidence, les coups de fouet n'ont plus d'effet sur cet esclave, ne croyez-vous pas ? Oui, maître, dit l'impulsif. Cet esclave porte en lui une force peu commune, et l'Empire est basé sur la force. Dis-moi, esclave, quel est ton surnom ? L'increvable. Ha ha ha. Et dis-moi, l'increvable, que crois-tu qu'il y ait par-delà cette galerie de roches salines ? Héraclès regarde le tunnel et ne trouve rien à dire. La Via Augusta, ajoute Caius, en pleine construction. Pavé après pavé, des centaines d'esclaves dessinent ce qui sera l'un des axes de commerce et d'échange les plus importants de l'Empire. Et tu vas participer à cet ouvrage. L'œil gauche de l'increvable tremble et laisse échapper une larme de soulagement. « Donne-moi ton fouet et mets-toi à genoux, » dit Caius. Héraclès ouvre les yeux en grand. L'impulsif sourit. La sentence résonne contre les parois et s'élève au plafond salin. « C'est à toi que je parle, esclave !» dit Caius en détournant légèrement la tête. Le sourire de l'impulsif s'efface. Il obéit docilement. Caius prend le fouet et s'écarte. « Le mauvais traitement des esclaves doit être puni sévèrement, » dit Caius en haussant la voix. « Y compris dans les mines !» Et comme pour s'assurer que le message soit bien passé, Caius regarde les autres intendants venus voir ce qu'il se passe. Cet esclave a abusé de son autorité, sans doute au détriment de l'exploitation. Par son zèle, il fragilise l'Empire. Le travail de la mine est déjà assez dur en soi. Inutile de précipiter la fin des mineurs.
Toi, viens ici. L'un des esclaves, intendant, s'approche. Fouette cet esclave à mort. L'intendant prend le fouet, le regard hagard. Il retarde l'échéance. Combien de fois n'a-t-il pas pris sa pause ou son dîner avec l'impulsif? Caius manifeste son impatience, et le nouvel intendant en chef applique son premier coup de fouet, maculant ainsi le vêtement de Caius, impassible. Le fouet réduit bientôt la chair en bouillie et l'impulsif tomberait de mort. Caius s'approche du nouvel intendant et déclare « Désormais, tu prendras soin d'appliquer une sanction juste et de ménager tes travailleurs. Le rendement de la mine est bien trop faible et maintenant que les guerres de conquête ont cessé, l'approvisionnement en main-d'œuvre se fait rare. Comprends-tu cela ?» L'intendant acquiesce, le bras endolori et les yeux pleins de larmes. « Bien, je referai une inspection d'ici 1 mois. Cela te laisse le temps d'opérer les changements qui s'imposent ici. Ne me déçois pas. » Caius s'éloigne et ordonne à 2 de ses gardes d'escorter Héraclès au dehors. Quelque part, dans une villa en Sicile. Eladia avait échappé de peu à la prostitution. De tous les marchands, le jour de sa vente, seule une femme avait eu l'intention d'acheter une domestique. Dame Isis caressait même l'espoir de trouver pour sa fille un précepteur. Même s'il s'agissait d'une fille de pêcheur, Eladia était grecque. Or, les Grecs avaient acquis la réputation d'être de bons gladiateurs et de bons précepteurs. Eladia avait vite saisi la chance qui s'offrait à elle. Devenir préceptrice signifiait vivre convenablement, parmi la famille de Dame Isis. Bien qu'esclave, son sort n'aurait alors plus grand-chose comparé à celui de son père. Et il n'est d'ailleurs pas étonnant que les domestiques prennent rarement part aux révoltes d'esclaves, et encore moins aux guerres serviles, surtout si le maître est bon. Quant à sa mère, eh bien, Eladia espérait simplement qu'elle ait connu un sort honorable, encore qu'elle la revoyait entre les mains de Tiberius, sur ce pont souillé d'urine et de crasse inhumaine. Eladia fait les 100 pas d'un bout à l'autre de la salle. Attablé, un enfant rechigne à apprendre sa leçon de philosophie. « Eh bien, Cassandre, » dit Eladia d'un ton calme, « que nous dit Aristote sur les hommes libres et les esclaves ?» La jeune fille réfléchit et déclare « Aristote nous dit qu'il y a dans l'espèce humaine des individus aussi inférieurs que le corps l'est à l'âme ou que la bête l'est à l'homme. Ces individus sont destinés par la nature elle-même à l'esclavage, parce qu'il n'a rien de meilleur pour eux que d'obéir. » « Est-ce à dire que je suis née ainsi ?» demande Eladia. La jeune Cassandre réfléchit, mais ne sait quoi penser. « Moi qui suis l'esclave de ta mère, je suis, d'après Aristote, inférieur, n'est-ce pas ?» Cassandre acquiesce. « Pourquoi donc suis-je chargé de ton éducation? Ne devrait-on pas confier ton enseignement à une femme ou un homme libre, citoyen de Rome ?» La jeune fille est perplexe. Elle se sent mal à l'aise, piégée. « Ne crois-tu pas que la nature n'a rien à faire ici ?» ajoute Eladia. « Et que c'est le sort qui m'a jeté ici. Que le sort décide si un homme ou une femme est esclave ou libre. »« Mais sans esclaves, il n'y aura pas d'empire !» s'exclame Cassandre. « Les esclaves sont partout. Dans les mines, au logis, dans les champs et les voies publiques. Notre société est basée sur l'esclavage. »« C'est donc ainsi que tu justifies l'esclavage, » dit Eladia. « Par l'impératif économique. Cela te paraît-il vertueux ?» Cassandre regarde au sol. Elle boude. « Cassandre, sais-tu seulement que des pirates sans scrupules m'ont vendu par la force et pour leur profit? Conviens-tu donc que je suis le fruit du sort, que j'aurais tout aussi bien pu finir dans une rue ou au champ, ou que j'aurais très bien pu leur échapper? »« Oui, » dit Cassandre. « Que peux-tu donc en conclure sur l'esclave ? Qu'il a un sort malheureux. Et que me dis-tu des idées d'Aristote? Qu'elles sont erronées. Et que me dis-tu de l'Empire de Rome? » Cette fois, c'en est trop. Cassandre refuse de le dire. Elle se lève et court chercher sa mère. 10 minutes plus tard, Isis va voir Eladia. « Eladia, dit-elle d'une voix douce, ton devoir est de préparer ma fille pour la vie en société, pas d'en faire une dissidente. »« Oui, madame. Mais j'ai pensé que désormais, je me chargerai personnellement d'instruire Cassandre en philosophie. Contente-toi de lui enseigner le latin, le grec et l'histoire de l'Empire. » Eladia s'incline et fait une légère révérence. Isis, elle, s'éloigne pour consoler sa fille. Les esclaves marchent le long de la route fraîchement pavée. Devant eux,
des cavaliers menés par Caius. Parmi les esclaves, Héraclès le pêcheur grec, et tout au long de la Via Augusta, 100 esclaves crucifiés pour s'être soulevés. Héraclès marche d'un pas hésitant sous le soleil ardent. De temps à autre, il regarde vers les suppliciés, leurs mains clouées à même le bois, leurs pieds lacérés par la corde rêche. La plupart n'ont plus Dieu, des corbeaux ayant commencé leur œuvre. Un peu plus loin, il y a un campement militaire. Plusieurs centurions et légionnaires y ont monté leur tente. La Via s'arrête net. À peine arrivés, Héraclès et les nouvelles recrues se mettent au travail. On fait une montagne de pierres non loin, on forme une chaîne et on ajoute les pierres une à une. Un projet pharaonique qui doit prolonger la Via sur des kilomètres jusqu'à la mer. Toutes les routes mènent à Rome, et toutes ces routes sont pavées par l'esclave. Héraclès travaille ainsi 93 jours consécutifs. Le travail des routes a remplacé celui des mines. Il boit à peine, mange à peine, dort à peine. Sa peau n'est plus qu'un cuir surcuit par le soleil. Mais un événement exceptionnel va changer le cours de son misérable destin. La journée était plus chaude que d'habitude, le soleil se couche déjà à l'horizon. Héraclès travaille en première ligne. Il avait entendu les esclaves parler entre eux, mais il avait préféré s'endormir et conserver ses forces pour le lendemain. Agenouillé à même le sol, il place les pierres les unes à côté des autres. Quand il entend un homme crier d'une voix rocailleuse « Aux armes !» suivi par les cris vengeurs d'une vingtaine d'hommes. Il se retourne et voit à une 50aine de mètres des esclaves soulever le drap qui recouvre la calèche et extirper d'entre les pierres des glaives et des dagues volées au campement romain. Héraclès a le cœur haletant et la tête qui tourne. Il a d'abord peur des représailles. 3 esclaves se ruent sur le légionnaire le plus proche et le tuent à grands coups de lame. Héraclès se retourne et voit 6 légionnaires se saisir de leurs boucliers. Ils passent devant lui à grande foulée. Héraclès se recroqueville sur lui-même, puis se retourne à nouveau pour suivre l'insurrection. 6 autres légionnaires arrivent de l'autre côté. Les 2 groupes romains se réunissent pour former un bloc compact. Ils avancent en rang serré et solidaire sur les esclaves révoltés. Cette fois, impossible pour les esclaves d'asséner un coup mortel. Après quelques tentatives désespérées, l'un d'eux somme les siens de fuir. Héraclès les voit s'éloigner dans le maquis. Non loin, il y a une forêt. En un sens, il aimerait les voir réussir. D'un autre côté, il sait que lui et les siens vont en payer le prix. Peut-être au prix de leur vie. Un corps retentit et 4 cavaliers arrivent au loin. Les esclaves s'écartent pour les laisser passer. L'un d'eux ne s'écarte pas à temps et le cheval lancé au galop lui donne un coup mortel. Sur leur passage, les cavaliers font sauter quelques pavés et quelques pierres qu'il faudra remplacer. Puis ils bifurquent et s'aventurent dans le maquis. Ils forment une ligne et arment leur arc. La première flèche part dans les cieux. Héraclès la suit du regard, plisse les yeux et la voit retomber dans le dos d'un esclave. Une salve s'ensuit et Héraclès constate avec désarroi l'habileté des archers. Mais quelques esclaves parviennent à la lisière de la forêt. L'un d'eux, touché à la jambe, y parvient à grand-peine, mais il y parvient tout de même. Héraclès entend d'autres chevaux. Il reconnaît Caius. Ce dernier passe en revue l'état du pavé et des pierres, tout en dévisageant le reste des esclaves. « Vous ferez désormais le travail de ces hommes !» dit Caius en désignant le maquis jonché de cadavres. Il va jusqu'à la première ligne et reconnaît l'increvable. « Ah, toujours là !» lui dit-il. « Va donc chercher les flèches de mes archers. » Héraclès dépose la pierre qu'il a dans la main et part à petite foulée dans le maquis. Il passe à côté des archers. L'un d'eux prend une flèche et tend son arc. Héraclès rentre légèrement la tête dans son cou et s'éloigne. Il trébuche un peu, mais arrive jusqu'au premier corps. L'homme gît tête contre terre, une flèche dans le dos. Héraclès la retire, non sans difficulté, et va jusqu'au prochain corps. Cette fois, la flèche a atteint l'esclave en pleine cervicale. Il la retire et entend craquer les os. Des corbeaux ont déjà atterri non loin. L'increvable s'en va voir le 3e et ainsi de suite jusqu'au dernier. La lisière n'est plus qu'à quelques mètres. Héraclès se penche pour retirer la flèche, mais l'homme respire encore. La flèche lui a transpercé un rein. Face contre terre, il regarde Héraclès du coin de l'œil. Une flèche se plante dans le sol, à quelques mètres d'Héraclès. C'est l'archer qui lui ordonne de se presser. Héraclès déglutit et retire la flèche du corps de l'esclave. Ce dernier pousse un dernier râle et meurt sous ses yeux.
« Hé !» dit soudain une voix. Héraclès relève la tête et voit un homme assis contre un tronc, une flèche en travers du ventre. « Tu peux encore t'enfuir. Cours donc, comme s'il n'y avait plus de lendemain. » Mais Héraclès fait demi-tour, les flèches ensanglantées entre ses bras. « Hé !» insiste l'homme. « Comment tu t'appelles ?» Héraclès relève la tête. Les archers se tiennent prêts à tirer 50 mètres plus loin. Tous les esclaves sont dans l'expectative d'un dénouement. Il peut presque sentir leur souffle, leur crâne qui fume. « Moi, c'est Oreste !» ajoute l'homme entre deux râles. « Si tu ne fuis pas pour toi, fais-le au moins pour moi. » Héraclès se fige. En proie à une pensée vertigineuse, il revoit son village ravagé, son frère Oreste assassiné, sa femme et sa fille capturées. Il lâche les flèches malgré lui, relève la tête et voit un archer tirer. Il s'écarte et la flèche passe tout juste à côté. Il se ressaisit et court vers la forêt tout en zigzagant. Les flèches fusent, mais aucune ne l'atteint. Il rejoint la lisière de la forêt et s'y enfonce à la faveur de la nuit. Quelque part en Sardaigne. Athéna regarde par la fenêtre. Le jardin et la mer par-delà la falaise. Combien de fois n'a-t-elle pas pensé à s'y jeter ? Combien de fois n'a-t-elle pas espéré que Tibérius meure lors d'une razzia ou d'une tempête ? Mais il a fini par revenir pour s'installer définitivement. C'est désormais un riche propriétaire. Il possède 30 esclaves et planifie d'en acheter 30 autres pour la culture des champs et des vignes. « Athéna, dit-il sèchement, apporte-moi du vin. » Elle obéit et lui apporte un pichet. Il se prélasse dans le patio, à l'ombre de la vigne qui grimpe au mur. Athéna se déplace lentement à cause du bébé qu'elle attend et qui ne devrait plus tarder. Elle veut retourner en cuisine, mais il la retient par le bras. Même rasé et lavé, il est toujours l'ignoble pirate qui l'a fait captive. Il pose une main sur son ventre et l'interroge du regard. Elle pose une main sur sa joue lacérée et sourit du mieux qu'elle peut, histoire de dire que la grossesse arrive à son terme, qu'elle lui donnera un fils. Athéna s'éloigne lentement, et tandis qu'il s'assoupit, elle prépare leur repas. 3 autres femmes l'aident. Toutes ont dû partager son lit. Toutes partagent entre elles le même désarroi. Parfois, Athéna se fige, le regard vide, le couteau bien en main. Elle s'imagine l'égorger la nuit venue, mais elle en est incapable. L'increvable s'enfonce toujours plus profondément dans la forêt. Il ne voit plus que par intermittence quand la lune perce les hautes cimes. À bout de force, il trébuche sur une pierre et s'étale de tout son long. Il reste à terre et finit par s'endormir jusqu'au petit matin. Il n'est réveillé que par le martèlement d'un pivert. Au loin, il croit entendre des voix. Peut-être les légionnaires qui organisent une battue. Il se relève en toute hâte et court de plus belle. Quelques kilomètres plus loin, il trouve des blocs rocheux. D'abord disséminés, les blocs se resserrent et forment un dédale de sentier. À l'ombre des roches, il fait sombre et frais. Héraclès s'y enfonce. En chemin, il a ramassé des baies, mais la faim le tiraille, ce qui l'oblige à reprendre sa fuite dès le lendemain. Il arrive bientôt à la lisière de la forêt, et devant lui, une pente sèche de terre aride, au pied de laquelle s'élève une grande latifundia. Au-delà, d'immenses champs dans lesquels travaillent les esclaves. Affamé et assoiffé, Héraclès s'aventure dans la pente recouverte de blé. Il glisse, tombe, écrase quelques épis, se relève et finit par atteindre une cour dégagée à l'arrière d'un grand bâtiment. Il regarde furtivement par l'une des portes et ne voit qu'une salle au sol de marbre, richement décorée de tapisseries orientales, d'amphores grecques et de fleurs séchées. Il longe un peu plus le mur et n'en croit pas ses yeux. Une porte entr'ouverte laisse apercevoir un garde-manger. Des paniers en osier contenant des tomates et des laitues. Héraclès pousse un peu plus la porte et ne voyant personne, il saisit une tomate qu'il croque à pleines dents. La pulpe et le jus giclent sur ses haillons et sa peau brûlée par le soleil. Une cruche attire son attention. Il la prend, la porte à ses narines et boit abondamment ce qui semble être une limonade maison. Trop peu habitué à manger et à boire à sa guise, ses papilles s'émoustillent et il grimace. Il repose la cruche et s'aventure un peu plus dans la cuisine. Il lui a semblé avoir vu un faisan tout juste sorti du four. Il décroche un morceau généreux
et s'empiffrent tour à tour de viande et de miches de pain. Soudain, un homme apparaît dans l'embrasure de la porte, suivi d'un autre. Héraclès se fige. Les deux esclaves le regardent stupéfaits, jusqu'à ce que l'un d'eux s'écrie « Un voleur! Un voleur !» Héraclès relâche son morceau de pain et sort précipitamment. Il trébuche, la nourriture remonte dans son gosier et le brûle. Mais il regagne la pente recouverte de blé. Il les écarte dans sa course et croit rejoindre le haut de la colline quand une main le tire par la jambe. Il glisse sur quelques mètres et les deux esclaves le frappent à coups de bâton. Héraclès se recroqueville et souffre en silence. Mais ses côtes endolories lui font à peine mal, tant il a souffert les mauvais traitements. « Cessez !» s'écrie un vieillard sur le pas de la porte. « Laissez ce pauvre homme !» Et les deux esclaves obéissent sur le champ. Ils mettent leur bâton dans leur dos et baissent la tête. Le vieillard sort à grand-peine, il va les rejoindre. C'est un homme bon, comme on en voit peu. De petite taille, il a les cheveux et les sourcils blancs. Il est vêtu simplement d'un habit blanc et d'une ceinture en cuir. Ses chaussures sont à peine plus neuves que celles de ses domestiques. « Il a volé de la nourriture !» dit l'un des esclaves. « Il doit être châtié, mon maître !» Maître Savius lève sa main pour faire taire son esclave. Il tend l'autre main à Héraclès. L'increvable la prend, mais fait l'essentiel de l'effort pour se relever, de peur que le vieillard se blesse. Il est si vieux qu'il pourrait rendre l'âme à tout instant. Pourtant, il ne semble pas sénile. « Comment t'appelles-tu, brave homme ?»« L'increvable. C'est comme ça qu'il m'appelle. » Le vieillard regarde le mollet dénudé d'Héraclès et y voit la marque au fer rouge. « Tu fuis les mines de sel ?»« J'ai essayé, mais s'échapper des mines est impossible. C'est parce qu'on m'a affecté à la Via Augusta que j'ai pu m'échapper. » Sa propre franchise le surprend. Il regrette déjà d'en avoir trop dit. Pourtant, le vieillard apprécie son honnêteté. « Et comment es-tu devenu esclave ?»« Des pirates, noble seigneur. Des pirates ont capturé et vendu ma femme et ma fille, avant de me vendre à Rome. » Un jeune homme sort du bâtiment et accourt auprès d'eux. « Père, j'ai entendu crier, que se passe-t-il ?» Le jeune homme jauge Héraclès et comprend vite la situation. « Un déserteur, père. Il faut le signaler au plus vite. Il faut le signaler au plus vite à Caius. »« Du calme, Publius, » dit Savius, la main levée. « Ne vois-tu pas que je viens de racheter cet homme ?» Publius, déconcerté, échange un regard avec les deux esclaves. Ils sont du même avis quant à la marche à suivre. Ils connaissent la bonté naturelle du maître Savius, encore qu'ils y voient là une marque de faiblesse et de sa vieillesse. « Mais père, » intervient Publius, « si Caius l'apprend, il te fera fouetter, il te tuera. Et moi aussi. »« Raison de plus pour qu'il n'en sache rien. Tu ne voudrais pas que ton vieux père meure ainsi, comme un esclave. »« Non, père. »« Alors tu prendras soin d'habiller cet homme, de le raser et d'appliquer notre sceau par-dessus le sien. Il sera affecté aux tâches domestiques et nous verrons bien s'il peut s'illustrer à la comptabilité. De toute évidence, il te faut un secrétaire. »« Mais père, cet esclave ne sait pas lire, encore moins écrire. Tout au plus pourra-t-il travailler au champ, à la vue de tous. C'est trop s'exposer, voyons. »« Il apprendra !» rétorque le père. « Il n'est jamais trop tard pour apprendre. »« Je sais lire et écrire le latin, » dit soudain Héraclès. Le père lève les sourcils, agréablement étonné. « Et comment as-tu appris à lire le latin ?»« C'est le vieux Quintus qui m'a appris. Un chrétien que nous avons recueilli il y a longtemps. » Le père a le sourire aux lèvres. Il lève les yeux aux cieux et dit « Que me dis-tu, Publius? Un pêcheur qui sait lire et écrire. » Le fils veut protester, mais le père descend déjà la pente en riant, aidé par ses deux domestiques. Publius regarde au sol, la mâchoire contractée et les lèvres rétractées. Il tente de contenir son désagrément, puis scrute rapidement la lisière pour vérifier qu'aucun légionnaire n'ait vu la scène. Il saisit alors violemment le haillon d'Héraclès au niveau de l'épaule et le traîne jusqu'en bas. Héraclès ne dit rien. Ses jambes fatiguées l'empêchent de suivre la cadence. Il trébuche et Publius le relève d'une main ferme. Tous deux pénètrent dans la cuisine. « Mieux vaut pour toi que tu saches le latin. Attends-là. » Publius revient 2 minutes plus tard et met le fer au four à bois. Il dévisage Héraclès en attendant que le fer rougisse. Les yeux de Publius laissent entrevoir la frustration, la malice et une certaine forme de cruauté. Les yeux d'Héraclès sont voilés par des années de mauvais traitements. Ils sont lasses, résignés, encore qu'un fond de colère l'habite. Publius prend le métal chaud à l'aide d'un gant
et appose le manche ardent, sans plus de cérémonie, sur le mollet d'Héraclès. Il le brûle sur plusieurs centimètres, puis applique le fer sur d'autres parties de son corps. Par pure méchanceté, l'increvable contracte ses muscles, mais ne pousse aucun cri. La fumée et l'odeur de chair brûlée gagnent la cuisine. Publius prend soin d'effacer complètement la marque des mineurs, puis il dit « Tourne-toi et ôte ton vêtement ». Héraclès obéit. Publius applique cette fois la marque de la maison sur l'omoplate encore vierge d'Héraclès. L'increvable transpire, tourne de l'œil, mais finit par reprendre ses esprits. « Octavien !» s'écrie Publius. « Lave-le et rase-le. » Publius retourne travailler et une femme apparaît. « Suis-moi », dit-elle, avant de le conduire dans une salle d'eau. Elle soigne ses plaies sanglantes et le rase au couteau. Après quoi elle le dénude tout à fait. Son corps est lacéré de flagellations. Certaines marques sont anciennes, d'autres beaucoup plus récentes. 3 marches en marbre permettent d'accéder à une baignoire sculptée à même le sol. Elle le prend par le bras et l'invite à y entrer. Elle s'éloigne et revient avec une cruche et du savon. Il s'est recroquevillé dans un coin de la baignoire. Elle le savonne doucement, d'abord la tête puis le dos. Il tend sa main pour lui faire savoir qu'il se chargerait du reste. Elle lui donne le savon et sort de la pièce. À travers le mur fin, elle peut l'entendre pleurer.